ça ne comporte pas d'évaluation sur les flux liés au crime organisé, qui sont certainement importants et qui constituent des avoirs extérieurs, mais je ne suis pas sûr qu'il faille dire que ce sont des avoirs extérieurs africains. Je ne suis pas sûr qu'on sache les mobiliser pour le développement de l'Afrique, puisque précisément ça a été des flux de sortie. Alors, vous avez des évaluations qui peuvent être faites par le Fonds monétaire international, qui a eu une longue habitude, notamment avec l'Amérique latine, d'essayer d'évaluer ces flux de sortie. Mais il est certain qu'il y a probablement plus d'une centaine de milliards d'actifs extérieurs liés à toutes les formes de corruption et de crime organisé, détenus par des Africains en dehors d'Afrique. C'est une question qui est une question très, très importante. Il n'y a pas beaucoup de coopération internationale. Il y en a un tout petit peu plus qu'auparavant quand même. C'est vrai que les pays non coopératifs en matière de déclaration sont des pays qui sont en train de régresser un peu ou de devenir plus coopératifs. Mais je crains que l'Afrique, en dehors de vos efforts, et vous avez des alter-ego dans beaucoup de pays africains maintenant, je crains un peu que l'Afrique ne soit pas la plus organisée. Je veux dire que le Trésor des États-Unis récupère plus en Suisse, où l'administration fiscale allemande est en train de récupérer beaucoup plus au Liechtenstein par des pressions extrêmement organisées, que le Trésor du Nigeria est en train de récupérer à l'extérieur. Donc le problème que vous évoquez progresse, mais je ne suis pas sûr que l'Afrique veuille complètement s'organiser pour l'éradiquer complètement. Que l'Afrique, hein, pas que l'Afrique, parce que cette semaine même, il y a eu une tentative de procès par Transparency International pour certains chefs d'État africains ou anciens chefs d'État, et ils ont été déboutés, et tout le monde était soulagé que le procès n'ait pas abouti. Hein. Je vous en prie. L'Afrique. Alors, vous, avec la chemise rouge-bleue, et ensuite, monsieur Dahl. Merci. Moi, j'ai une question à monsieur... j'ai pas le nom... au milieu, le ministre italien, l'ancien ministre italien. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et principalement le fait que vous ayez cherché à montrer que la solution se trouve entre l'intérêt privé et l'intérêt de l'État. Et moi, je voulais vous poser la question, est-ce qu'elle est dans le transnational? Sachant que la question principale qui se pose, et c'est M. Zinsou qui nous donne la piste aujourd'hui, il dit, si au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on pouvait avoir autant de célérité et autant d'efficacité pour répondre aux problèmes qui nous attendent de l'économie réelle qu'on l'a fait au niveau de l'économie financière, de la sphère financière, c'est que là, il y a le capitalisme peut se régénérer. Mais au fond, pourquoi je pose la question du transnational? Parce qu'on a aujourd'hui, pour des zones comme les nôtres, qui sont l'Afrique et d'autres, nous avons des problématiques d'investissement, des problématiques de redistribution. Alors, quelle est la question? Donc, la question qui se pose à nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement, cet acteur dont vous parlez, peut se positionner au niveau transnational, peut se positionner dans des zones régionales pour trouver des solutions, ou bien vous pensez à d'autres types d'acteurs? Les deux questions que j'ai posées sont séparées à mon sens. Il y a une question, quel est le périmètre des gouvernements local, national, continental, mondial, correspondant au périmètre de l'économie? Il y a tous ces échelons. Et l'autre est la question de voir si ce qui est public doit être, à mon sens, indépendant de la politique au sens strict du mot. La fonction de la politique consiste à identifier le bien public. Mais le moment où on produit un bien public, que ce soit la stabilité monétaire ou qu'on administre un régime de prévoyance sociale, a un aspect technique qui doit être, à mon avis,
assez indépendant des directives purement politiques. Et cette nécessité d'indépendance se pose pour les biens publics locaux comme pour les biens publics globaux. Voilà, on va poser une dernière question. Ce sera la vôtre. Parce que je crois que vous allez avoir mal au bras, avoir le temps, comme ça, depuis tout à l'heure. Oui, Hervé Mariton. Et l'entreprise dans tout ça, les trois orateurs ont dit des choses assez convergentes, mais il n'y a pas de capitalisme sans capitaliste. Et comment est-ce que les orateurs évaluent ce que le monde de l'entreprise, ce que les entreprises pensent des évolutions qui ont été tracées? Alors, Jeff et M. Zinsou. I'm not sure I understood the question. I should have had how do the... I didn't get the question. I didn't get the question either. Hervé, you want to repeat it? Well, I guess there's no capitalism without capitalists, and you're not much talking about firms. What do they think about the perspectives you're talking about? I mean, all that has been described is pretty much from a public point of view, and how would they adapt to it, and how do they feel about it? I think this goes back to the first question. What is the business of business is business, not running an economy, not running a government. The purpose of politics, at least as I see it in this context, and this goes back, I suppose, to a previous line, is to make capitalism safe for the capitalists. I hate to say it that way, but to make the economy work for the people of the country. So I don't think it's appropriate, really, and I don't expect business people themselves to take direct responsibility for ensuring that a crisis of this sort does not take place again, and that the recovery and rebalancing takes place in the ways that we think it should. That is the business of government, that is the business of politics, that is the business of political systems. And so my expectation and my hope would be that our political systems are up to the task of managing the social and economic and political tensions that we face in the coming years. Oui, monsieur le député, je crois que c'est une très bonne question et que c'est un défaut de nos présentations de ne pas avoir parlé suffisamment de l'entreprise, mais on est plutôt dans une conférence de policy makers. Cela étant, il y a quelques grandes entreprises qui sont là et qui sont d'ailleurs sponsors de cette réflexion et qui l'accompagnent. Il n'y a pas de grande entreprise aujourd'hui, et même de plus petites, qui ne se posent les questions en termes de développement durable, en termes d'externalité en dehors de son activité. Il n'y en a plus. Il n'y a pas un chef d'entreprise responsable, il n'y a pas une entreprise cotée qui ne rende compte et de sa responsabilité sociale et de sa responsabilité environnementale. Il y a beaucoup d'entreprises, tout à l'heure j'étais à côté du président de Lafarge, qui estiment qu'elles ont aussi des responsabilités de développement, y compris des responsabilités de santé publique. Donc vous avez quand même un nombre d'acteurs de plus en plus grand qui intègrent ces problématiques et qui se demandent comment elles font pour participer à la production des biens publics. Soit d'ailleurs que par la gestion déléguée, elles soient les opérateurs efficaces de cette gestion des biens publics, soit qu'elles essayent, encore une fois, d'internaliser dans leur calcul économique des externalités. Donc, la problématique que vous dites, elle existe. Mais ce que disait le professeur Frieden tout à l'heure, l'autorégulation, ça ne suffit pas et ce n'est pas le rôle des entreprises de se substituer au gouvernement. Merci de ce dernier mot. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui auraient pu être posées. On ne peut pas continuer le débat. Merci de cet échange qui a été vif et parfois, en tout cas, interactif et passionné. Je sacrifie, moi, les quelques mots de la conclusion. Je veux remercier tous les participants et vous qui avez posé beaucoup de questions et le Maroc pour son hospitalité coutumière et très connue. Merci à vous tous.